le consommateur final, ainsi que l'État, ainsi que les laiteries, d'une certaine façon, qui sont obligés de payer le lait plus cher qu'elles ne le paieraient ailleurs, tout le monde concourt à ce que les exploitants, les producteurs de lait israéliens soient rémunérés à une valeur pour le litre de lait qui n'a aucun rapport avec les prix internationaux ou la valeur réelle d'un litre de lait dans le panier d'un consommateur. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Ifra. Yael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, vous êtes conseillère spécialiste en matière de consommation, peut-être aussi de communication, parce que vous le faites bien. Vous nous expliquez très clairement les phénomènes qui sont autour de la hausse des prix. Et cette hausse des prix, elle se manifeste de diverses manières. Et on a appris la semaine dernière, c'est peut-être passé un peu inaperçu, mais il faut quand même informer nos auditeurs d'une augmentation. On a parlé d'une augmentation du prix du lait de 16%. Et il s'agit du lait qui est sous contrôle, sous picoire, comme on dit. Alors d'abord, expliquez-nous comment peut-on augmenter le lait, qui est une matière première de base, autant d'un seul coup? Écoutez, parce que tout simplement, d'abord, ce n'est pas seulement le lait qui va augmenter, oui, mais la totalité des produits laitiers dont le prix est supervisé par le gouvernement. Donc, il y en a pas mal. Il y a aussi le fromage blanc, la crème, la chaminnette, le échelle, le ghil. Enfin, il y a toutes sortes de produits qui vont augmenter. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Israël est un pays dinosaure qui, en 2023, choisit de mettre sous administration gouvernementale totale la totalité du marché du lait. Et donc, au lieu d'agir comme tous les pays développés, parce qu'il est effectivement tout à fait légitime de vouloir soutenir l'agriculture locale dans n'importe quel pays, ça fait partie de la sécurité alimentaire. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, ça fait aussi partie de la préservation des surfaces ouvertes, ce qu'on appelle des surfaces libres, qui ne sont pas encore construites, des paysages, du tourisme, etc. Donc, évidemment, tous les pays veulent maintenir leur agriculture, mais qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, le gouvernement, l'Union européenne, les États-Unis, à peu près tous les pays du monde subventionnent directement les agriculteurs ou les producteurs de lait en leur versant donc les fameuses subventions laitières dont on entend parler beaucoup en Europe, ce qui permet aux agriculteurs de maintenir leurs revenus tout en ayant un prix compétitif pour les consommateurs. En Israël, le système est différent. Ce sont les consommateurs qui subventionnent de leur poche la totalité du soutien au secteur des exploitations de lait. Ça veut dire que c'est le gouvernement, en l'occurrence donc le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture et une commission des prix, ainsi que le commissariat au lait, la Moetzet Halav, qui fixent ensemble, d'une part, le prix auquel les laiteries, donc les personnes qui nous vendent le lait, les sociétés qui nous vendent le lait, donc Tnuva, Tara, Yotvata, etc., à quel prix elles doivent acheter ce lait aux exploitants, Moshav, Kibbutz, etc. Et d'autre part, l'État fixe le prix auquel les consommateurs, donc vous et moi, devons acheter ce lait. Voilà. Donc ça veut dire que le marché est complètement bouclé. Il n'y a aucune liberté à l'intérieur de ce marché. C'est ce qu'on appelle un cartel organisé. Et ça veut dire que le gouvernement ne verse aucune subvention aux grands consortiums laitiers, aucune subvention pour subventionner le prix du lait de base? Non, alors d'autant plus que c'est une erreur de perception qu'on a très couramment. Les consortiums du lait, donc ce qu'on appelle les laiteries oui, en hébreu, donc ça veut dire Tnuva, Tara, Yotvata, ce que j'ai dit, sont des entreprises privées qui font du profit, qui vendent une vaste gamme de produits, parmi lesquels ce lait qui est subventionné par le gouvernement, mais aussi des fromages, des yaourts, enfin vous savez, tout ce qu'on voit au supermarché. Déjà, on a un système monopolistique là, puisque Tnuva règne sur plus de 60% du marché des produits laitiers et 80% du marché du lait. D'accord ? Donc déjà, c'est un monopole, mais c'est un monopole qui, en plus, est un monopole qui est géré indirectement par l'État. Là où le système est organisé avec des subventions indirectes, c'est le système des exploitants laitiers, c'est-à-dire des kibbutzim et des moshavim qui produisent le lait, qui le vendent à Tnuva. Et c'est eux qui sont subventionnés par notre argent et bien entendu subventionnés pas de façon directe mais indirecte par toutes sortes d'aides de l'État, donc une arnona qui est nulle, on est bien compris, des impôts beaucoup plus bas, un prix de l'eau qui est subventionné, etc., etc. Donc en fait, le consommateur final, ainsi que l'État, ainsi que les laiteries d'une certaine façon, qui sont obligés de payer le lait plus cher qu'elles ne le paieraient ailleurs, tout le monde concourt à ce que les exploitants, les producteurs de lait israéliens soient rémunérés à une valeur pour le litre de lait qui n'a aucun rapport avec les prix internationaux ou la valeur réelle d'un litre de lait
dans le panier d'un consommateur. Alors vous allez nous donner quelques exemples, parce qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, mais le prix du lait va passer donc demain, à partir de demain, à 7 shekels 23 pour 1 litre de lait. Moi, ça me rend fou parce que tout simplement, c'est 1 litre de lait coûte plus cher qu'un litre de Coca-Cola, qu'un litre de boisson, comment on dit, gazeuse, et c'est beaucoup plus cher que le prix du lait en France, en Europe, aux États-Unis. Mais absolument, on est selon les pays, entre 60 et 80% plus cher, et après cette augmentation de 16%, on va être, selon moi, pratiquement au double du prix de nombreux pays européens. Par rapport à la France, on va être au moins 70% au-dessus. Et comprenez qu'en France, le lait, c'est un marché qui est effectivement un marché qui n'est pas censé être super rentable, mais sur lequel on fait du volume. En France, les exploitants laitiers, oui, sont subventionnés, mais je veux dire, aujourd'hui, ce n'est plus du tout la situation comme on avait avant avec la PAC. Ils ont appris à vendre leurs excédents, ils ont appris à faire des produits dérivés. Enfin, je veux dire, c'est un marché qui est devenu beaucoup plus efficace. Pardon. Donc, ce qu'on a en Israël, Daniel, c'est qu'en fait, chez les producteurs de lait, c'est ça le grand scandale, on a 2 systèmes. On a d'une part les kibbutzim. Donc les kibbutzim, c'est plutôt des grosses exploitations avec beaucoup de vaches qui sont généralement très productives. C'est à propos des kibbutzim que l'on nous dit sans cesse, les vaches israéliennes sont les plus productives du monde et on leur met de la musique et toutes les histoires qu'on nous raconte. Mais à côté, il y a les moshavim. Les moshavim représentent aussi une proportion importante des producteurs de lait, quelque chose comme 30%. Et par contre, dans les moshavim, c'est une autre affaire. Eux, c'est pour pouvoir les maintenir en place que l'on accepte de payer le lait à ce prix délirant aux exploitants, parce que sinon, au moins les 3/4 des moshavim qui produisent de lait seraient obligés de disparaître et de passer à une autre activité. Or, moi, je vais vous dire, Daniel, on est dans un marché libre. Tout moshav n'a pas vocation à produire du lait. Il y a des standards vous savez très bien, d'hygiène qui sont drastiques avec le ministère de la Santé israélien, qui en rajoute même plutôt que par rapport aux autres. Donc, ça les oblige à s'équiper avec des équipements très chers, à payer des salariés, tout ça pour 3 vaches, des fois. Donc, effectivement, tout ça pour maintenir artificiellement tout un secteur sous perfusion, au lieu de proposer aux moshavim de faire de l'écotourisme, de passer en bio, d'être un peu plus créatifs avec leur façon de vivre. C'est exactement comme le marché des œufs, c'est strictement la même chose. Alors, on les met sous perfusion, on accepte de leur acheter le lait à un prix qui leur permet de survivre, et c'est tous les consommateurs israéliens, des familles qui sont étouffées sous le coût de la vie, qui sont obligés de payer leur lait, un produit de base des familles, je le rappelle, le double du prix d'un autre pays. Alors, je comprends un peu mieux pourquoi, finalement, il y a, le ministre des Finances aujourd'hui, Bezalel Smotrich, ne s'oppose pas à cette augmentation. De facto, il voudrait sanctionner les moshavim indirectement. C'est une manière pour lui une sorte de revanche politique. Ah non, pas du tout, puisque les moshavim vont continuer à recevoir cet argent-là. Il faut comprendre qu'en Israël, il y a quelque chose de très intéressant, Daniel. Le lobby agricole, c'est un peu comme le lobby militaire. C'est un lobby transversal qui traverse tous les partis. Il y a un lobby agricole chez Meretz, comme il y a un lobby agricole dans la Tzionut Hadatit. Oui. Il y a toujours quelqu'un qui vient ou d'un kibbutz ou d'un moshav et qui va venir soutenir ce secteur, que ce soit au niveau des kibbutzim du Haut-Haza, que ce soit au niveau des kibbutzim riches du centre du pays, que ce soit au niveau des moshavim qui sont plutôt identifiés avec les partis de droite et qui sont éparpillés un peu partout, que ce soit au niveau des exploitations laitières qui se trouvent dans les shtachim. C'est exactement la même chose. On a toujours quelqu'un qui va venir défendre les agriculteurs. Quant à Bezalel Smotrich, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, s'il se trouve confronté à cette augmentation très brutale et très forte, c'est parce que sous Avigdor Lieberman, on a supprimé un mécanisme qui demandait l'autorisation du ministre des Finances pour procéder à ces augmentations, qui sont donc, comme je ne l'ai pas expliqué, mais on en a déjà parlé autrefois, recommandées par une commission des prix qui est censée examiner les coûts, etc. Enfin bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va en parler, mais en gros, auparavant, jusqu'à l'année dernière, le ministre des Finances devait signer le décret d'application. Je vous rappelle 2019, et Moshe Carlon, qui a refusé de signer le décret pendant de longs mois, jusqu'à ce que les kibbutzim et les moshavim l'ont traîné devant Bagatz.
et que Bagatz a obligé Moshe Carlon à procéder à l'augmentation de prix. Vous vous en souvenez, c'était juste avant les élections. Et Moshe Carlon ne voulait pas être ce ministre des Finances impopulaire qui augmente le prix du lait juste avant les élections. Eh bien, aujourd'hui, Bezalel Smotrich se trouve, lui, démuni de cette possibilité, puisque aujourd'hui, la loi a changé. On n'a plus besoin de l'accord du ministre des Finances et l'augmentation est censée rentrer en application immédiatement, même s'il est en train désespérément d'essayer de négocier avec donc la commissariat du lait et les laiteries afin de leur demander d'étaler cette hausse des prix. Donc là, il a raison dans le cas précis, parce que on n'aime pas quand on entend des ministres dire c'est le gouvernement précédent qui est responsable de cette augmentation. Dans le cas précis, il a raison, Bezalel Smotrich. Il a raison. Enfin, c'est pas le gouvernement qui est responsable de l'augmentation, parce que la commission des prix n'est pas politique. C'est une commission qui est composée de personnes très proches du lobby agricole. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est pas politique. Mais par contre, effectivement, c'est bien Avigdor Lieberman qui a fait supprimer la signature obligatoire du ministre des Finances. Alors, cela étant, Daniel, selon la doxa économique de Bezalel Smotrich, en principe, il est censé soutenir le fait que l'État intervienne le moins possible dans tous les processus de marché. Donc, bon, voilà, il ne devrait pas être contre. Mais en l'occurrence, c'est un timing politique assez terrible. Alors, comment peut-on lutter contre cette augmentation ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner ce type d'augmentation ? Parce que ça peut se reproduire régulièrement et ça va faire plafonner le prix du lait à 10 shekels peut-être un jour. Ah mais absolument, Daniel. Il n'y a rien à faire à part démanteler complètement ce mécanisme d'administration du marché du lait, ce qui a déjà été tenté de façon très partielle dans les dernières années. C'est un marché qui est étanche. On ne peut rien faire. Tout est verrouillé depuis le tarif de l'eau, le tarif que les laiteries sont obligées de payer aux exploitants, le prix à la consommation. Il y a une TVA de 17% sur le lait aussi, donc l'État gagne aussi largement sa vie avec cette augmentation de prix. Mécaniquement, il va engranger plus de TVA. Il n'y a rien à faire à part avoir un jour un ministre courageux qui acceptera de lutter contre ce lobby agricole, comme je l'ai dit, qui est infiltré très profondément dans tous les partis israéliens et qui va venir mettre à bas ce système. Donc, franchement, c'est pas demain la veille. Les importations, c'est très compliqué. Il y a des taxes douanières de 250 à 300% sur le litre de lait. La Rabbanout s'oppose évidemment à l'importation de lait de l'étranger pour des raisons de cache-route. Et donc, eh bien, écoutez, les Israéliens votent avec les pieds, Daniel. Il faut comprendre que la consommation de lait en Israël a nettement baissé durant les dernières années et que les gens soit boivent moins de lait, soit aussi il y a toute la vague qui vise à consommer des produits qui sont des alternatives au lait, des laits, ce qu'on appelle des laits végétaux. Donc pour l'instant, rien en vue de sympathique et d'encourageant. Le marché est un cartel organisé, contrôlé par l'État, encouragé par l'État. Eh bien, Yael, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très intéressant. Comme d'habitude, c'était pertinent de nous expliquer ce qui se passe derrière cette augmentation. On le comprend pas. C'est pas obligatoirement facile à expliquer, à comprendre. Merci beaucoup de l'avoir fait et à bientôt. Bonne journée. Merci, Daniel, et bonne journée.